Bienvenue sur ce TP sur les boucles while. C'est un TP en deux parties. Il s'agit de ce qu'on appelle un notebook avec une partie séquencée et une partie libre. Nous allons commencer. Nous allons commencer avec un petit module qui s'appelle Alien Python. Pour comprendre le fonctionnement de l'alien, nous allons donc comprendre qu'il évolue sur une grille. L'alien est situé au départ ici, au niveau du centre de la grille. Il peut être déplacé avec trois fonctions, haut, bas, gauche et droite. L'objectif est de trouver la case finale de l'alien et donc son parcours après exécution d'un programme donné. Par exemple, O4 va déplacer l'alien de 4 cases vers le haut, 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire arriver en D8. O-2, lui, va déplacer l'alien de 2 cases vers le bas, 1, 2, c'est-à-dire arriver en J8. Le principe est similaire avec les trois autres fonctions bas, gauche et droit. Il s'agit d'un notebook séquencé, donc on va voir la suite du TP en validant la cellule qui permet de tout lancer. Soit vous cliquez sur le bouton exécuter, soit vous cliquez sur votre clavier en tapant sur Shift et Entrée en même temps. Nous avons déjà parlé des boucles for, c'est-à-dire des boucles bornées, où on peut répéter n fois une suite d'instructions. On dit que la boucle est bornée et que i, la variable, varie, elle, entre 0 et n-1. La boucle est donc exécutée n fois. Le problème de ce genre de boucle, c'est qu'il est nécessaire de savoir combien de fois on veut exécuter la boucle avant de la lancer. Et parfois, on ne sait pas. Dans certains cas, effectivement, on ne sait pas d'avance combien de fois on va répéter l'instruction. Exemple, si je lance un dé à 6 faces et que je relance tant que je n'ai pas obtenu un 6, eh bien, vous ne pouvez pas savoir combien vous allez devoir lancer le dé. Et donc, on ne peut pas faire de boucle for. Donc, c'est le rôle de la boucle non bornée de type while. While qui veut dire tant que en anglais. Dans ce cas-là, en fait, on va répéter une instruction tant qu'une condition n'est pas réalisée. Par exemple, je vais lancer un dé, je vais montrer le résultat dans la console, et tant que je n'ai pas un 6, je relance le dé. Je montre le résultat dans la console à chaque fois. Eh bien, ça se fait de la façon suivante en Python, en supposant qu'on ait une fonction qui s'appelle lancer le dé, qui génère un nombre aléatoire entre 1 et 6. On va donc ici lancer le dé une première fois, enregistrer dans la variable d la variable qu'on a obtenue, et ici on va afficher avec print la phrase on a obtenu et ici 2. Puis ici on va commencer la boucle et on va dire tant que le dé n'est pas égal, je rappelle que point égal signifie n'est pas égal, not égal. Donc tant que le dé n'est pas égal à 6, que va-t-on faire? Eh bien on va relancer le dé en faisant de nouveau d égale lancer le dé. Donc lancer le dé va nous renvoyer un nombre entre 1 et 6 et qui va être stocké dans la variable d. Et on va réafficher print le on a obtenu et ici d. Et on va faire ça en boucle jusqu'à ce que la valeur de d qui a été affectée ici soit cette fois-ci égale à 6. Et quand la valeur est égale à 6, et bien dans ces cas-là, on sort de la boucle et on affiche ici on arrête car on a obtenu 6. Si vous avez bien compris ça, on exécute la cellule et on va essayer de comprendre ce code par l'exécution. Voici un exemple d'exécution. Donc ici, on voit bien que on a obtenu 5, puis encore 5, puis encore 5, puis encore 5, et on a fini par obtenir 6, et ça s'est arrêté. Si je relance encore une fois ce code, je vois que cette fois-ci, j'ai obtenu beaucoup de lancers avant d'avoir un 6. Donc ici, c'est bien le rôle de la boucle while, de nous arrêter quand le dé vaut 6, et on ne sait pas combien de tours de boucle on va devoir faire. Si je relance une dernière fois, on voit que là, cette fois-ci, le nombre de tours est beaucoup plus petit. Nous allons maintenant essayer d'utiliser ça avec un premier exercice. Avec Alien, on exécute la
la cellule pour pouvoir passer à la suite. Nous passons maintenant aux exercices 1 à 4. Dans les exercices 1 à 4, vous allez d'abord exécuter chaque programme donné, puis ensuite vous allez dessiner le parcours de l'alien en cliquant sur les différentes positions parcourues. Vous pourrez ensuite valider votre parcours pour vérifier s'il est correct. Premier exercice, nous exécutons la cellule. Bien. Donc ici, le parcours qu'on nous propose est le suivant. On va d'abord aller de 3 cases vers la gauche, donc 3 cases vers la gauche, 1, 2, 3, nous arrivons ici, je clique sur la case H5. Puis de 1 vers le haut, donc je clique sur la case G5. Puis cette fois-ci, nous allons devoir faire, tant que X est plus petit que 5, nous allons faire droite 2. Et on va à chaque fois affecter à X la valeur X plus 2. Donc actuellement, X vaut moins 3. Nous entrons dans la boucle. Ici, est-ce que moins 3 est plus petit que 5? Oui. Donc nous allons effectuer droite 2. Donc droite 2, nous arrivons ici. Et ici, la valeur de X passe de moins 3 à moins 3 plus 2. Moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Nous rentrons dans le test de la boucle. Est-ce que moins 1 est plus petit que 5? La réponse est oui. Donc nous avançons en droite 2 encore une fois. Nous arrivons en G9. De nouveau, nous passons de x égale à moins 1 cette fois-ci jusqu'à moins 1 plus 2. Moins 1 plus 2, ça fait x égale 1. Nous rentrons dans la boucle. 1 est-il plus petit que 5? La réponse est oui. Donc nous faisons encore droite 2. Nous arrivons en G11. Puis pour x égale 1, nous passons à x égale 1 plus 2, c'est-à-dire à x égale 3. Est-ce que 3, nous revenons dans la boucle, ligne 9. Est-ce que 3 est toujours plus petit que 5? Oui. Donc nous faisons de nouveau droite 2 et nous arrivons en case G13. Et cette fois-ci, x vaudra donc 3 plus 2, c'est-à-dire 5. Nous revenons dans la boucle. Est-ce que 5 est strictement plus petit que 5? La réponse est non. Et donc du coup, ici, on va pouvoir faire dessiner parcours. Donc normalement, nous allons pouvoir faire valider. Et nous voyons que nous avons excellent. Nous affichons l'exercice suivant. Nous passons maintenant à l'exercice 2. Nous lançons l'exercice en exécutant la cellule. Et nous allons de nouveau dessiner un parcours. En premier lieu, l'alien est centré, et puis nous faisons gauche 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous atterrissons. Alors non, on peut faire effacer. Nous atterrissons ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis, nous faisons bas 4. 1, 2, 3, 4. Donc ici, nous avons deux variables, x égale moins 6, y égale moins 4. Bien, nous allons maintenant passer à la boucle while. Est-ce que x qui vaut moins 6 est plus petit que 5 et est-ce que y qui vaut moins 4 est plus petit que 2? Oui, les deux conditions sont bien réalisées, donc nous pouvons entrer dans la boucle. Quand nous entrons dans la boucle, nous allons faire droite 2. Donc droite 2, nous arrivons ici. Puis nous faisons O1. Nous affectons à x les déplacements. Donc ici, on peut le noter que x passe à la valeur moins 6 plus 2, c'est-à-dire moins 4. Je vais le noter ici. Et nous passons à, je vais mettre x égale moins 4, c'est pas obligatoire. Et puis nous allons noter ici que y, lui, passe à la valeur moins 4 plus 1, c'est-à-dire à la valeur plus 1, à la valeur moins 3. Donc maintenant, nous revenons dans la boucle ligne 10. Est-ce que x qui vaut moins 4 est plus petit que 5? Est-ce que y qui vaut moins 3 est plus petit que 2? Oui, les deux conditions sont bien réalisées, donc nous faisons de nouveau droite 2.
et au 1. Et nous allons pouvoir passer la variable x qui vaut moins 4 à moins 4 plus 2, c'est-à-dire moins 2, et la variable y qui vaut moins 3 à moins 3 plus 1, c'est-à-dire moins 2. Nous retournons dans le test de la boucle ligne 10. Est-ce que x qui vaut moins 2 est toujours plus petit que 5? Et est-ce que y qui vaut moins 2 est toujours plus petit que 2? La réponse est oui. Donc du coup, nous refaisons droite 2, suivi de haut 1. Nous changeons les valeurs. X passe de moins 2 à la valeur 0, et y, lui, passe de la valeur moins 2 à la valeur moins 1. Ces deux valeurs dans la ligne 10 vérifient toujours les tests. X valant 0 est bien plus petit que 5, et y valant moins 1 est plus petit que 2. Donc nous recommençons, nous faisons droite 2, et nous faisons haut 1. Nous arrivons ici en case H10, et nous pouvons tout de suite passer à x égale 0 plus 2, et y égale à 0. Nous revenons dans la boucle numéro 10. Est-ce que x est toujours plus petit que 5? La réponse est oui, puisqu'il vaut 2. Est-ce que y est toujours plus petit que 2? Oui, puisqu'il vaut 0. Et donc, du coup, nous pouvons recommencer la boucle. Donc, droite 2, au 1. Nous arrivons à x égale 2 plus 2, c'est-à-dire 4, et y égale 1. Nous retournons dans la boucle. Est-ce que le test est toujours concluant? X qui vaut 4 est-il plus petit que 5? Oui. Est-ce que Y qui vaut 1 est plus petit que 2? Réponse oui. Nous retournons dans la boucle. Donc du coup, nous faisons droite 2, haut 1, et nous passons aux valeurs suivantes. Est-ce que, donc ici, X équivalent 4 passe à la valeur 6, Y valant 1 passe à la valeur 2. Et nous retournons dans le test de haut de la boucle. Est-ce que x est plus petit que 5? Eh bien non, il vaut 6. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a même pas besoin de regarder la suite. Nous savons que nous allons sortir de la boucle, et le parcours dessiné et celui qui est dessiné là, nous allons pouvoir maintenant le valider, et nous avons un excellent. Nous allons pouvoir passer à la suite, en validant la ligne suivante. Et voici l'exercice 3. Nous passons à l'exercice 3. Donc là, l'alien est centrée. Nous devons commencer par faire gauche 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous arrivons en case H1. Nous devons faire bas 7 et nous allons arriver en case O1. Donc en fait, on part d'en bas à gauche. Donc nous avons x égale 7, y égale moins 1. Nous faisons droite 1. Nous arrivons ici. Nous ajoutons à x, nous ajoutons 1, c'est-à-dire qu'ici, on peut l'écrire en commentaire ici. X vaudra donc moins 6 puisqu'on était à moins 7. J'ai pas écrit x, j'ai écrit w. Et maintenant, tant que y est plus petit que 7, nous allons faire un déplacement de 2. Alors, y, pour l'instant, on va l'écrire ici, il vaut moins 7. On va plutôt même l'écrire ici. Y est égal à moins 7. Alors, ligne 13. Tant que y qui vaut moins 7 est plus petit que 7, nous nous déplacerons de 2. Donc on se déplace de 2 vers le haut. Donc 2 ici, et du coup je peux dire que y vaut maintenant y égale à moins 7 plus 2, c'est-à-dire moins 5. Est-ce que, ligne 13, je retourne dans la boucle, est-ce que moins 5 est plus petit que 7? La réponse est oui. Donc nous faisons de nouveau un déplacement de 2 vers le haut, et nous arrivons ici en moins 3. Et puis, moins 3 étant toujours plus petit que 7, nous allons recommencer. Nous allons recommencer une fois en plus. Ici, nous arrivons à moins 1. Nous recommençons encore une fois. Nous arrivons à plus 1. Puis, nous recommençons encore une fois. Ici, hop, nous arrivons à plus 3. Puis, nous arrivons encore une fois à plus 5.
Et enfin, nous faisons une dernière fois, 5 étant toujours plus petit que 7, nous arrivons ici à 7, et nous nous arrêtons puisque 7 n'est pas strictement inférieur à 7. Donc nous passons à la suite, nous faisons de nouveau droite 1, donc cette fois-ci, on peut noter que cette fois-ci, x est égal à moins 5, et tant que y est supérieur à moins 6, nous allons nous déplacer de 2 crans vers le bas. Donc on recommence en fait jusqu'à moins 6, donc là on va aller un peu plus vite. Là on est à y égale 7, on descend de 2 vers le bas, on est à y égale 5, on descend de 2 vers le bas, on est à y égale 3, on descend de 2 vers le bas, on est à y égale 1, on descend de 2 vers le bas, on est à y égale moins 1, sachant qu'on doit être toujours plus grand que moins 6. Hein. On descend encore de 2, on est y égale moins 3, puis ici moins 5, puis enfin je déplace encore une fois, moins 5 est bien plus petit et bien plus grand que moins 6, j'arrive à moins 7 et j'arrive dans cette case là. Donc maintenant je peux valider et je sais que y égale moins 7, c'est le moment où je sors de la boucle. Et j'obtiens un excellent. Bien, dernier exercice. Nous arrivons sur l'exercice 4. La liane est centrée, va en gauche 7 et en bas 7. Donc gauche 7, c'est ici, bas 7, c'est ici. Puis, il fait droite 1. Droite 1, ici. Donc au départ, juste au niveau du premier niveau de la boucle, nous avons x ici qui vaut moins 6, et nous avons, avec un dièse ça sera mieux, et nous avons y qui vaut moins 7. Comme vous pouvez l'observer, ligne 13 et ligne 14, nous avons affaire à des boucles while imbriquées. Donc il y a une grosse boucle while ici qui est sur x, il y a deux petites boucles y sur ici et là. La première en fait va nous permettre de déplacer vers le haut de 2 en 2. La deuxième ici va nous déplacer vers le bas de 2 en 2, tandis que la boucle while, elle, va nous déplacer à chaque fois d'un cran vers la droite. Donc si on réfléchit bien à tout ça, eh bien en fait, en premier, on va monter de 2 en 2 jusqu'à l'altitude moins 1. Donc tant que donc je rentre dans la première boucle, pardon, while x est inférieur à 0, c'est-à-dire tant que je suis dans le cadran gauche dans la moitié gauche du plateau, et tant que y est plus petit que moins 1, c'est-à-dire tant que je suis dans le quart inférieur gauche du tableau, je vais monter de 2. Donc je monte de 2 pour commencer, une fois, deux fois, et puis la troisième fois ici, y vaut moins 1, donc ici je vais sortir de la boucle. Puis là je vais faire droite 1, c'est ce qui est écrit ici, puis je vais de nouveau faire une boucle de bas 2, et à chaque fois je vais descendre de 2 jusqu'à ce que y soit supérieur à moins 6. Donc là il vaut moins 1, là il vaut moins 3, moins 5, moins 6. Et là, de nouveau, ici, en sortant de boucle, je vais faire droite 1, donc droite 1 ici, et comme je suis toujours négatif pour x, puisque à ce niveau-là, x vaut moins 5, si je vois bien, non, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, non, moins 4, donc je suis toujours négatif, et bien du coup je recommence la même chose, c'est-à-dire je me déplace de 2, vous l'avez compris, puis je me déplace comme ceci, jusque là. Et j'arrive ici, là x vaut moins 2, je suis toujours strictement inférieur à 0, donc du coup je recommence. 1, j'arrive ici, et cette fois-ci, x vaut 0,
la boucle, on sort de la boucle principale, donc on arrive sur la fin. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à valider. Et voilà. Nous passons à l'exercice suivant. Nous arrivons sur l'exercice 5. Cette fois-ci, on nous donne un déplacement et il faut vérifier, il faut écrire un programme qu'il faut ensuite faire vérifier. Donc le déplacement est le suivant, on passe d'abord, on est centré, et ensuite on va faire 3 crans vers la gauche, puis 4 vers le bas, et puis après successivement on va faire 2, puis 2, puis 2, puis 2, puis 2 vers la droite. Alors, donc centrer l'alien, ça c'est fait, et en position 1, gauche 3, c'est la position 3, avec x égale moins 3, bas 4, et on arrive ici à y égale moins 1, 2, 3, 4. Y égale moins 4. Et cette fois-ci, on nous propose de compléter la ligne 9 pour que le programme soit cohérent avec ce qu'on voit là. Et on voit que ici, il faut faire des sauts de droite 2 avec x égale x plus 2. Bah, tout simplement ici, on va demander au programme de faire cela tant que x n'a pas atteint la valeur qui est ici. La valeur qui est ici, c'est la valeur pour x qui vaut exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, on va mettre tant que x est inférieur strictement à 7, eh bien, on va lui demander de se déplacer vers la droite. On valide. Et voici ce qu'on obtient. On peut comparer mon parcours qui est à gauche avec le parcours attendu qui est à droite. Nous passons à l'exercice suivant. Donc exercice numéro 6, même principe, voici un déplacement qu'on doit obtenir. On centre l'alien position 1, gauche 7 position 2, avec x égale moins 7. Nous passons à bas 7, nous passons à la position numéro 3, avec y égale moins 7. Et là, cette fois-ci, on doit avancer en escalier. On repère un motif où à chaque fois, en fait, on va avancer de 2 vers la droite et monter de 1 vers le haut. Et on recommence une deuxième fois, une fois à la droite de 2, monter de 1, puis on recommence une troisième fois, puis on recommence encore une troisième fois. Donc ici, on voit que la condition qui va être importante, c'est que x, la position de x reste inférieure ou égale à 1, et que y, lui, doit rester inférieur à 0. Alors c'est surtout sur x qu'on va devoir se baser. On va empêcher x, donc il faut que x ne soit, il faut que x soit plus petit que 1 au maximum, puisque si x devient plus grand que 1, c'est-à-dire ou est égal à 1, eh bien il faut qu'on s'arrête. Donc ici, x plus petit que 1, nous vérifions notre programme, et on voit que les deux déplacements sont identiques, et nous avons encore une fois réussi. Nous passons à la dernière partie. Voilà. Et la dernière partie, cette fois-ci, est une partie plus mathématique, où nous allons parler des boucles while, encore et toujours. Donc, on reprend un petit peu ce qu'on a dit. La boucle for a l'avantage d'être simple à utiliser, mais comme je vous l'ai dit, elle n'est pas pratique pour un cas, c'est le cas où on ne sait pas combien de tours on doit faire dans la boucle. Dans ce cas-là, on utilisera donc une boucle while. La boucle while, qui est très courante dans les sujets de bac en maths et en physique, se structure de la façon suivante. On entre dans la boucle, on se pose la question, est-ce qu'une condition, un test est vrai? Si c'est oui, eh bien on va entrer dans la boucle et faire réaliser l'instruction A, qui va bien sûr modifier ou pas la valeur du test. Tant que le test reste vrai, on va tourner
dans la boucle, et puis à un moment donné, les instructions A vont finir par rendre le test faux, et on sortira de la boucle pour aller faire d'autres instructions qu'on appellera B. Donc en Python, la syntaxe de la boucle while est donc la suivante. On écrit le bloc while, on écrit une condition de test, on met 2 points, on écrit un bloc d'instructions qui doit être répété, et puis quand on a fini d'écrire ce bloc d'instructions, on va reprendre le cours normal en désindentant et en écrivant le bloc d'instructions B. Donc ici, l'indentation, vous l'avez bien marqué, vous l'avez bien compris, cette indentation que je présente ici marque la frontière entre le bloc d'instructions qui se répète dans la boucle et le bloc d'instructions qui seront exécutés seulement après la boucle. Donc ici, si on reprend, tant que la condition de test est vraie, c'est le bloc d'instruction A qui sera exécuté généralement plusieurs fois, ou peut-être même qu'une fois. Notez qu'on peut aussi faire en sorte que ça ne s'exécute pas du tout. Les instructions du bloc A vont bien sûr agir sur la condition pour la rendre fausse au bout d'un certain nombre de tours, et alors le programme sortira de la boucle et se poursuivra avec l'exécution du bloc B. La boucle while est parfois aussi appelée boucle non bornée. C'est un nombre de tours qui n'est pas connu à l'avance, qui pouvant éventuellement dépasser n'importe quelle valeur par rapport à la boucle for, qui elle est appelée la boucle bornée, c'est-à-dire le nombre de tours de boucle qui ne dépassera pas une valeur fixée à l'avance. Il est possible que la boucle ne soit jamais exécutée si, dès le départ, la condition de test est fausse. Il est aussi possible que le programme tourne indéfiniment et ne s'arrête jamais quand la condition de test est toujours vraie. On parle de boucle infinie et c'est très embêtant. Dans Capital, il est recommandé notamment de sauvegarder son travail régulièrement parce qu'il n'est pas toujours possible d'interrompre le programme en cas de boucle infinie. On peut donc se passer complètement des boucles for et les remplacer par des boucles while. Voici une boucle for, je vous rappelle la syntaxe. For veut dire pour, i dans l'espace de nombre 5, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 5 non compris, donc 0, 1, 2, 3, 4, on va afficher coucou. Et voici donc cette boucle a pour effet d'afficher 5 fois le nombre coucou, le mot coucou, pardon. Voici le même programme avec cette fois-ci une boucle while. On va avoir un compteur qui s'appelle i, qui vaut 0, et on va dire que tant que i est plus petit que 5, on affichera le mot coucou et on incrémentera le compteur de 1. Et évidemment, à un moment donné, le compteur valant plus que 5, ou valant au moins 5, cette condition ne sera plus vérifiée et on arrêtera. Ce qui fait à l'exécution qu'on obtient exactement le même résultat. Comme on le voit, ici, l'utilisation de la boucle while nécessite d'écrire 2 lignes, c'est-à-dire une de plus, parce qu'il faut gérer soi-même la variable qui va être modifiée pour que le test change de valeur et qu'on arrête la boucle. Lorsque cela est possible, donc si l'on connaît le nombre de tours à l'avance, il est préférable plutôt d'utiliser une boucle for. Vous devez maintenant réécrire ci-dessous un programme qui a été écrit avec un for et qui doit être rédigé avec une boucle while. Alors le code à écrire est le suivant. On va écrire sum égale 0. Il nous faut une variable qui va nous servir de compteur qu'on va commencer à 0. Et on va dire que tant que i est inférieur à 10, eh bien, dans ces cas-là, on fera somme égale somme plus i. Ici, ce qui est important, c'est de ne pas oublier d'incrémenter la valeur i. Donc on dira i plus égale 1 ou i égale i plus 1, ce qui permet d'incrémenter la valeur de i de 1. Et à la fin, ici, on affichera la somme. Et on affiche la somme des 10 premiers nombres entiers de 0 jusqu'à 9, c'est-à-dire 45. Nous allons passer à des exemples très mathématiques qu'on retrouve très fréquemment au bac. La boucle while est très souvent utilisée pour déterminer le rang à partir duquel un certain seuil sera dépassé ou atteint. Voici un premier exemple. On dispose d'un capital de 1000 € et à chaque année, on perçoit 5% d'intérêt composé.
Alors je rappelle que 5% d'intérêt composé, ça veut dire que on multiplie la somme, le capital, par 1 plus 5%, c'est-à-dire 1 par 1,05. Et puis on ajoute 500 € sur le compte. Et on nous demande au bout de combien de temps, d'années, la valeur du compte dépassera-t-elle les 10 000 €. Donc voici un programme, une fonction qui s'appelle nombre année, qui va recevoir un capital initial qu'on appellera capital. On va prendre un compteur qui s'appellera année et qui vaudra 0. Et tant que le capital n'aura pas atteint le seuil de 10 000 €, eh bien, on changera le capital en prenant le capital et en lui ajoutant 5%, c'est-à-dire en le multipliant par 1,05 et en ajoutant 500 €. L'année, elle, sera incrémentée de 1, donc année plus égale 1. Quand on sortira de la boucle, c'est-à-dire quand le capital sera supérieur à 10 000 €, eh bien, on renverra l'année. Eh bien, quand on exécute ce programme, on voit que la réponse est donc de 13 ans. Pour comprendre comment la boucle while fonctionne, on peut exécuter ce même programme pour voir ce qui se passe dans la machine pas à pas. Ce mode spécial s'appelle Tudor. Il fonctionne de la façon suivante. Vous allez appuyer sur le bouton Forward qui va vous permettre d'exécuter pas à pas le programme. Les flèches rouges que l'on voit ici sur le côté vont vous montrer le curseur pour montrer à savoir à quelle étape de code on est. Les rectangles bleus ici vont vous montrer l'évolution des variables capitales et année. Donc nous pouvons essayer de faire cela nous-mêmes plutôt que de regarder une animation. Donc on exécute la cellule, le mode tutor démarre et nous allons faire forward, donc le curseur est ici. Premièrement, il va aller directement lancer la fonction nombre année 1000 et il va rentrer dans la fonction, il crée une variable qui s'appelle capital qui vaut 1000, une variable année qui vaut 0 et nous entrons dans la boucle. Ligne 3, comme l'indique le curseur rouge. While capital inférieur à 1000, là inférieur à 10 000, le capital vaut 1000, donc nous rentrons dans la boucle et nous calculons le nouveau capital. Le capital se calcule en multipliant le capital de 1000 par 1,05 et en lui ajoutant 500. Le capital passe donc à 1550 €. L'année maintenant, ligne 5, va être augmentée de 1. Voici, c'est fait. Et nous remontons dans la ligne 3. Donc nous refaisons le test. Est-ce que le capital est toujours inférieur ou égal à 10 000? Il vaut 1550 €. Donc oui, nous pouvons avancer. Nous recommençons. Le capital augmente à 2127 €. L'année passe à 2. Le capital étant toujours inférieur à 10 000, nous re-rentrons dans la boucle. Nous recalculons le capital à 2733 €. Nous passons à l'année numéro 3. Et nous continuons comme ceci d'année en année, jusqu'à ce que nous atteignions la 12e année. À la 12e année, le capital est à 9754 €. Donc nous pouvons toujours rentrer dans la boucle. Nous calculons le nouveau capital. Le capital est à 10 742 €. Nous rentrons dans la 13e année. Nous rentrons maintenant une dernière fois dans la boucle, et cette fois-ci nous sommes stoppés par le test. Nous ne pouvons pas entrer dans la boucle, donc nous allons en sortir, et nous allons directement renvoyer l'année. L'année, c'est donc nous renvoyons l'année numéro 13. Donc ici, la valeur retournée est 13, et le programme s'arrête. Exercice numéro 8. Nous allons ici devoir faire le même genre de programme avec une population d'un village de 1000 habitants qui diminue chaque année de 1%. Écrire une fonction qui calcule le nombre d'années au bout duquel la population de ce village aura diminué de moitié. Donc ici, la population c'est 1000 habitants. On va calculer l'objectif. Donc l'objectif, c'est donc la population divisée par 2. Nous allons initier une variable année qui vaut 0 et nous allons commencer à écrire un while. Tant que la population sera supérieure à l'objectif, alors que ferons-nous? Eh bien,
nous diminuerons la population de 1%. Donc on met population est égale à population fois 0,99. Je rappelle que si on fait x 1, ça fait 100%. Si on fait x 0,99, ça fait 1%. Et nous allons ensuite augmenter l'année de 1. Donc plus égale 1. Nous allons tourner dans cette boucle tant que la population n'a pas dépassé l'objectif. Quand la population a dépassé l'objectif, nous retournons les années. On lance. Évidemment, j'ai mal écrit population quelque part. Population, hop, ici. Et nous relançons et nous voyons que la population du village aura diminué en 69 ans. Nous passons à l'exercice B2. Nous allons parler du PGCD. Vous savez tous que le plus grand commun diviseur, ou PGCD, de deux nombres entiers non nuls, c'est le plus grand entier qui les divise tous les deux. Par exemple, le PGCD de 20 et de 30, c'est 10. Parce que les diviseurs de 20 et 30, c'est 1, 2, 5 et 10, et que le plus grand d'entre eux, c'est 10. On notera PGCD de 20, et non pas de 30, et de 30 égale à 10. L'objectif, pour vous, ça va être d'écrire une fonction PGCD de A et B qui renvoie donc le plus grand commun diviseur de A par B par la méthode des soustractions successives. A et B ici seront des entiers non nuls, positifs, et évidemment ici il est interdit d'utiliser l'opérateur / parce que ça irait trop vite. Si tu ne connais pas cette méthode de soustraction successive, vous pouvez cliquer ici pour aller voir une vidéo de Yvan Monca qui te l'explique. Cette méthode se base donc sur le fait que le PGCD de A et de B est égal au PGCD de A et de B moins A si on suppose que A est le plus petit des deux nombres. L'intérêt de cette propriété, c'est qu'elle remplace le calcul du PGCD de deux nombres par le calcul du PGCD de deux nombres plus petits. On peut calculer le PGCD de cette façon-là. D'abord, on a les deux nombres A et B, ici. Est-ce que les deux nombres sont égaux? Non. Dans ces cas-là, on va soustraire le plus petit au plus grand, et on va remplacer le plus grand par la différence. Et du coup, tant que les deux nombres ne seront pas égaux, eh bien, on va exécuter cette boucle. À un moment donné, fatalement, les deux nombres deviendront égaux. Et dans ce cas-là, le nombre PGCD cherché, ça sera le nombre égal de la fin. Donc, voilà. Donc, il s'agit maintenant de compléter la fonction PGCD. Pour compléter cette fonction, nous allons définir une fonction, def, qui s'appellera PGCD. Et nous recevons en paramètres deux variables A et B. Le problème ici, c'est que nous ne savons pas laquelle des deux est la plus grande. Mais nous pouvons quand même appliquer la première étape de notre algorithme. Nous devons rentrer dans la boucle tant que A et B ne sont pas égaux. Donc while A not égale B. Deux points. Si A et B ne sont pas égaux, qu'est-ce qu'on fait? On doit calculer la différence du plus grand moins le plus petit. Le problème, c'est que nous ne savons pas qui est le plus grand. Est-ce que c'est A? Est-ce que c'est B? On ne sait pas. Alors on va faire un test. Si A est égal au maximum entre A et B. Autrement dit, si A est le plus grand des deux. Si A est le plus grand des deux, c'est lui qui va être remplacé par la différence. Donc c'est A qui doit prendre comme valeur la différence entre A et B. Comme A est le plus grand, cette différence écrit A moins B. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si c'est B, le maximum, dans ces cas-là, c'est lui, B, qui doit être remplacé par la différence entre A et B. Mais comme c'est lui le plus grand, la différence s'écrira B moins A. Nous tournons dans la boucle tant que A et B ne sont pas égaux, et à chaque fois, le plus grand des deux est remplacé par la différence du plus grand moins le plus petit. Quand nous sortons de la boucle, c'est-à-dire quand A est égal à B, nous pouvons renvoyer la valeur du PGCD qui sera A ou B puisque les deux sont égaux. Quand on lance le programme, nous obtenons le PGCD de 295 et 177, c'est 59.
Nous pouvons tester aussi le PGCD entre 20 et 30, et nous savons que nous devons obtenir la valeur 10. On passe au B3. Généralement, la boucle while sert à attendre qu'un événement se réalise. Mais l'événement, c'est pas forcément un truc mathématique. Ça peut être la saisie d'un bon mot de passe, le déplacement d'une souris, le clic sur un bouton, la détection d'un son dans le micro, etc., etc. Dans l'exemple ci-dessous, l'utilisateur veut par exemple calculer la somme de plusieurs ventes réalisées auparavant. La boucle while lui demande la saisie successive de ces ventes. On attend que, à la fin, l'utilisateur saisisse la valeur 0 pour sortir de la boucle et afficher le total. Voyons comment ça marche. On me demande ma première vente, par exemple 100 €. On me demande ma vente suivante, par exemple 200 €. La vente suivante, disons que je me sois éclaté, 1000 €. La dernière, 1 €. Et maintenant, disons que j'ai terminé, donc je mets 0. Et là, je vois que la somme de mes ventes est de 1301 €. Donc ici, j'ai une variable somme qui vaut 0. J'ai une variable nombre qui est égale à 1. Tant que nombre n'est pas égal à 0, eh bien, on demandera à l'utilisateur de saisir le nombre de ventes grâce à la fonction input. N'oublions pas que cette valeur sera transformée en entier et stockée dans la variable nombre. Puis, on calculera somme en additionnant de façon accumulative la valeur nombre. Donc somme plus égale nombre, c'est-à-dire qu'on additionne dans somme toutes les valeurs nombres à chaque tour de boucle. On tourne dans la boucle autant de fois que nécessaire, et quand on tape 0 ici, eh bien on sort de la boucle et on affiche la somme des ventes. À vous de faire l'exercice 10. Vous devez compléter la fonction mot de passe qui attend que l'utilisateur ait saisi le bon mot de passe avant de lui donner accès à la suite. Le mot de passe sera pizza. On définit une fonction mot de passe. Ici, on demande avec la fonction input quel est le mot de passe, et le mot de passe tapé par l'utilisateur sort un mot. La boucle, c'est tant que mot n'est pas égal à pizza. Et bien, dans ces cas-là, on recommencera en lui disant quel est le mot de passe. On pourra rajouter ce n'est pas le bon mot de passe. Ce n'est pas le bon mot de passe. Alors là, j'ai un problème. Le bon mot de passe. J'ai un problème de guillemets, donc je vais changer celui du début par un double guillemet et celui de la fin par un double, qui est sur la touche numéro 3. Je valide. Quel est le bon mot de passe? Je vais mettre Toto. Il me dit ce n'est pas le bon mot de passe. Quel est le mot de passe? Je vais mettre Titi. Tutu. Je vais mettre pizza. Et là il me dit bravo, vous pouvez rentrer. Exercice numéro 11. L'objectif c'est de programmer un jeu. L'ordinateur choisit un nombre entier aléatoire entre 1 et 100. Le joueur doit deviner ce nombre mystère en faisant plusieurs propositions successives. Après chaque proposition, le programme va indiquer au joueur si son nombre est trop petit ou trop grand. Le jeu s'arrête lorsque le nombre mystère a été trouvé. Vous pouvez ajouter un compteur qui indique le nombre d'essais du joueur. Pour vous aider, voici un organigramme. Au début, Python va tirer un nombre au hasard entre 1 et 100, et on l'enregistrera dans une variable n qu'on va garder précieusement, puisque ça sera notre nombre mystère. Le nombre d'essais, lui, est une variable qu'on appellera essai, et qui vaudra 1. Python demande, pour commencer, quel est le nombre mystère. Et on l'enregistrera dans une variable r. Et on se posera la question, est-ce que n et r sont différents? Si oui, on regardera si n est supérieur à r, et Python affichera si oui, c'est plus, sinon, c'est moins. Dans tous les cas, après, Python demande quel est le nombre mystère encore une fois. On l'enregistre dans la variable r, et la variable essai est augmentée, et on recommence. On recommence autant de fois, jusqu'à ce que n et r ne soient pas différents. S'ils ne sont pas différents, Python affiche « Bravo, vous avez trouvé », et il affiche même le nombre d'essais. Et c'est la fin du programme.
On vous donne quelques rappels. From random import randint permet d'inclure la fonction randint AB qui renvoie un nombre tiré entre A et B. If, else permet de coder les tests conditionnels. La fonction print permet d'afficher. La fonction int permet de transformer une chaîne de caractères en entier. La fonction str permet de transformer une chaîne de caractères en entier. Plutôt un entier en chaîne de caractères. La fonction input affiche une chaîne de caractères passée en paramètres et demande à l'utilisateur de saisir une réponse. Alors on y va, on commence. Premièrement, on fait from random import randint. Donc là, dorénavant, on peut utiliser randint et on va le faire tout de suite. Le nombre mystère, c'est n. On va lui demander de choisir entre 1 et 100. Puis, on va demander à l'utilisateur une réponse, donc int input parenthèse ouverture de guillemets, quel est le nombre mystère. Et on va dire tant que n n'est pas égal à r, que va-t-on faire? On va les comparer. Si le nombre n est supérieur à la réponse, et bien dans ces cas-là, on affichera, non, on redemandera en lui disant C+, quel est le nombre mystère? Et sinon, on lui dira C-, quel est le nombre mystère. Si jamais on sort de la boucle, on lui dira bravo. Là, j'ai pas fait de compteur de points, donc je vais les rajouter, je vais pas le faire tout de suite. Je lance, quel est le nombre mystère? Je commence par 50, il me dit c'est moins, je mets 25, il me dit c'est moins, je mets 12, il me dit c'est moins, je mets 7, il me dit c'est moins, je dis bah, c'est vraiment pas beaucoup, je mets 3, il me dit c'est moins, il me dit c'est 2, 1, et c'était le nombre 1, j'ai vraiment pas eu de bol. Je relance une deuxième fois, en espérant savoir quel est le nombre mystère. 50, c'est moins, 25, c'est moins, 12, c'est plus. Ah, entre 12 et 25, je vais choisir 27. Non, 12 et 25, qu'est-ce que je raconte 17, c'est plus. 17 et 25, 20. 23. 21, j'ai trouvé, c'était 21. Maintenant, je vais rajouter les nombres de points. Donc le nombre de points, je vais appeler ça point. Non, et c'est égal à 1. À chaque fois que j'entre dans la boucle, ici, je rajoute ici, et c'est plus égal à 1. Et ici, bravo, en essai. Alors par contre ici, hop, c'est parti. Quel est le nombre mystère? 50, c'est plus. 75, c'est moins. 62, c'est plus. 68, c'est plus. Entre 68 et 75, 72. Bravo, en 5 essais. Ça sera mon meilleur score. Et voilà, ce TP est terminé. N'oubliez pas d'enregistrer. Et à la rentrée.